Comme tous les dimanches soirs, le débrief éco, donc 20 minutes de débat, d'éclairage sur les grands thèmes économiques et sociaux, des thèmes qui vont évidemment marquer la campagne présidentielle. Le débrief éco en partenariat avec le Cercle des économistes. On vous présente nos deux invités dans un instant. Bonsoir Emmanuel Cuny. Bonsoir Rémi, bonsoir à tous. Avant de nous rendre à Baden-Baden en Allemagne où se tenait ce week-end un G20, pour la première fois dans l'ombre de Donald Trump, parlons pour commencer de l'emploi des jeunes en France. Le service des statistiques du ministère du Travail, la DARES, a publié cette semaine une étude peu réjouissante. Oui, pour le moins. En 2015, le taux de chômage des jeunes en France était supérieur de près de 3 points à la moyenne européenne. Selon la DARES, plus d'un jeune sur 7 n'était ni en emploi ni en formation en 2015, soit un total d'environ 1,7 million. Et le phénomène ne fait qu'augmenter. Alors, parmi les 11 millions de jeunes âgés de 15 à 29 ans, 15% étaient sans emploi et ne suivaient pas de formation. Voilà pour les chiffres. Pourquoi en sommes-nous là encore aujourd'hui ? Peut-on réellement identifier les racines du mal et surtout quelles solutions ? C'est ce qu'on va voir avec nos invités. Et pour débattre face à face ce soir, Aurélie Trouvé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coprésidente du mouvement Attaque. Christian de Boissieu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du Cercle des économistes, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Première question pour vous, Aurélie Trouvé. Emmanuel Cuny le disait à l'instant, 1 700 000 jeunes sans emploi ni formation en France. Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi les politiques menées jusqu'à présent ont échoué ? De mon point de vue, il y a deux raisons de fond. La première, c'est le chômage de masse, c'est-à-dire qu'avec un chômage de plus de 10%, ce sont les populations les plus vulnérables qui sont touchées, et en particulier les jeunes qui sont peu ou pas diplômés. Et aujourd'hui, même pour un emploi peu qualifié, il y a une préférence pour ceux qui ont le bac ou au moins un minimum de formation. Et du coup, on se retrouve avec un grand nombre de jeunes sans formation ou sans diplôme, ou peu diplômés, et qui se retrouvent au chômage. Et c'est sans doute une des explications. Et je dirais, deuxième raison de fond, selon moi, c'est le problème du système scolaire extrêmement inégalitaire en France. Vous savez que parmi les pays de l'OCDE, et dans les enquêtes de l'OCDE, la France apparaît comme le système le plus inégalitaire, le plus excluant. Et certes, on produit des élèves très brillants, ce qui est très bien, mais on laisse aussi beaucoup d'élèves sur le carreau avec un gros taux d'échec scolaire. Cela dit, Aurélie Trouvé, c'est un petit peu la poule qui a fait l'œuf, qui a fait la poule, etc. Parce que le chômage de masse s'explique aussi par le problème de la formation. Vous mettez le chômage de masse en explication, alors que c'est peut-être effectivement la conséquence des problèmes de l'éducation aujourd'hui, non ? Non, je pense qu'avec un chômage à plus de 10%, il y a un chômage endémique et qu'on ne peut absolument pas le relier aujourd'hui uniquement au problème de formation. Et c'est cette idée comme quoi il y aurait des emplois vacants, 400 000 emplois vacants, souvent on annonce, parce qu'ils ne prendraient pas offreurs. Mais en fait, on sait très bien que c'est parce que ce sont des emplois qui sont offerts avec des conditions déplorables, des CDD très courts. Et en fait, il y a un gros problème de chômage. Et surtout avec 3 millions de chômeurs qui souhaitent pour la plupart un emploi et à qui il faudrait effectivement en proposer. Christian de Boissieu, est-ce que vous partagez ce point de vue ? Accord, désaccord ? Est-ce que déjà le problème majeur, est-ce que l'école est trop élitiste aujourd'hui en France ? Il y a les deux aspects. Il y a le problème de l'école qui reproduit les inégalités qu'on connaît. C'est l'échec du collège unique, par exemple ? Par exemple, mais je veux dire, on tourne autour du pot depuis des années là-dessus. Quelle est la bonne formule à l'école ? On a essayé différentes formules et aucune n'a réglé le problème. Donc, il faut à la fois essayer des formations peut-être un peu plus individualisées. Il y a la question centrale, à mon avis, de l'apprentissage. Disons à partir de 15-16 ans, les liens entre l'école et le monde professionnel doivent être resserrés dans l'indépendance de l'école. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que les entreprises prennent pied. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis simplement en train de dire que... C'est le risque qu'évoquent certains enseignants. Oui, mais on l'a bien vu d'ailleurs à tous les niveaux, y compris d'ailleurs au niveau de l'université. Je pense qu'on a besoin de passerelles dans l'indépendance de chacun. Et il ne suffit pas de s'ignorer les uns les autres. Ce n'est pas en s'ignorant qu'on va régler les problèmes. Mais la question de l'apprentissage est quand même impressionnante, parce que quand on regarde les chiffres... Alors, le taux de chômage des jeunes, je rappelle quand même, des jeunes de moins de 25 ans. Là, votre enquête, plutôt l'enquête de la DARES, elle définit les jeunes jusqu'à 29 ans. Oui. Mais si on prend le taux de chômage des jeunes jusqu'à 25 ans, on est en France...
pas loin de 25%, et depuis 20 ou 30 ans, on a un taux de chômage des jeunes qui est deux fois et demi supérieur au taux de chômage global. Alors ça, pour moi, c'est l'échec à la fois des politiques de droite et de gauche. Je crois que c'est du quinza, comme on dirait à quelques encablures de Roland Garros, et c'est une question, c'est le problème de la formation, c'est le problème de savoir... Mais ça date pas d'aujourd'hui, alors non, que n'a-t-on réagi plus tôt ? Je termine en disant... dans les débats sur la réforme de la formation professionnelle, où passent les fameux 32 ou 35 milliards, je pense qu'il faut consacrer beaucoup plus d'argent à la formation des chômeurs. On le disait déjà il y a 5-10 ans quand même. On ne l'a pas fait, on ne l'a pas vraiment fait. Aurélie Trouvé. Voilà, je vais tout à fait dans ce sens-là sur la question de la formation des chômeurs. Et sur le système scolaire, je rajouterai le fait qu'il y a un énorme problème aujourd'hui de moyens. Quand on regarde à peu près, quand on compare la France à la dizaine de pays économiquement comparables, on se rend compte qu'il y a à peu près 30% de dépenses en moins par rapport à la moyenne de ces autres pays par élève. Ça veut dire qu'il y a un effort considérable à faire dans l'investissement, dans les dépenses publiques et dans les postes, notamment dans les zones d'éducation prioritaire. C'est à peu près un élève en moins seulement par classe dans les zones d'éducation prioritaire, 3 seulement en collège. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout assez de moyens qui sont mis dans ces zones d'éducation prioritaire. Est-ce que c'est uniquement une question de moyens, Aurélie Trouvé ? Il y a une question de moyens et c'est vrai aussi, je pense qu'il y a aussi une question de pédagogie. Effectivement, il faudrait qu'on ait une très grande réflexion sur la pédagogie pour avoir un système moins excluant. Je pense qu'il y a les deux. Pourquoi des moyens et la pédagogie. Christian de Boissieu. Ce qui me frappe, je regardais l'étude de la DARES qui fait des comparaisons européennes. Alors j'ai cité l'Allemagne à propos de l'apprentissage, mais il y a 2 autres pays qui ont des performances bien meilleures que nous, ce qui n'est pas difficile sur les problèmes d'insertion des jeunes entre 15 et 29 ans. Vous avez les Pays-Bas et vous avez la Suède. Alors il faut regarder de près, je veux dire... il faut regarder de près ce qui se passe. Je suis d'accord avec le fait qu'il y a des problèmes de financement insuffisants, il y a des problèmes de pédagogie, à mon avis, à revoir. Il y a la question de l'apprentissage, j'y reviens, et il faut mettre à plat la formation professionnelle, y compris vis-à-vis des jeunes. Pourquoi l'apprentissage n'a pas une bonne image aujourd'hui en France ? Il y a un métier très simple, ça s'appelle chaudronnier. Aujourd'hui, chaudronnier, on n'explique pas ce qu'est le métier de chaudronnier, c'est un ingénieur. C'est pas un type qui coule du fer dans une cuve. C'est le problème de la pédagogie. Mais c'est le problème de hiérarchie sociale des métiers, c'est aussi le problème des métiers de bouche. Quand vous regardez, est-ce que les jeunes se précipitent aujourd'hui pour devenir apprentis bouchers ? J'en suis pas sûr. Aurélie Trouvé. Et par ailleurs, je pense que sur certains points, on est en régression. Sur le bac professionnel, on est passé de 4 à 3 ans. Donc, il y a toujours aussi un problème de volonté politique et, je le répète, de moyens. Parce que pour faire de la bonne pédagogie, il faut aussi qu'on ait confiance et qu'on donne les moyens aux enseignants de faire correctement leur travail. Et c'est pas avec 30 ou 35 élèves par classe qu'on peut faire de la pédagogie alternative. Ça, c'est pas vrai. Alors, visiblement, ce sont des sujets qui ne sont pas forcément abordés pleinement dans la campagne. Mais qui devraient l'être, excusez-moi, parce que quand on regarde le problème central de la France depuis 20 ou 30 ans, c'est le problème du chômage. Et à l'intérieur du chômage, c'est le problème du chômage des jeunes. Et il y a des inégalités intergénérationnelles qui sont difficiles à accepter. Et à mon avis, la fragilité de la société française, elle est là. Elle est là. Eh bien, le message est entendu, en tout cas. Christian de Boissieu, Aurélie Trouvé, Emmanuel Cuny. On vous retrouve dans un instant pour la seconde partie du débrief éco. On va parler notamment de cette réunion du G20 qui s'est déroulée à Baden-Baden et les Américains qui étaient là. Vous allez voir, il y a des choses à dire. 19h20, l'info avec Diane Ferchita. Grand meeting à Bercy pour Benoît Hamon ce dimanche. 25 000 personnes selon les organisateurs sont venues écouter le candidat socialiste. Il a mis ses adversaires François Fillon et Emmanuel Macron dans le même sac, estimant que tous deux géreraient la France comme une entreprise du CAC 40. Ils ont peut-être le sens des affaires, a estimé Benoît Hamon, mais moi j'ai le sens de l'État. Quelques milliers de personnes entre la place de la Nation et la place de la République à Paris. Une marche contre les violences policières à l'appel notamment de la Ligue des droits de l'homme. En fin de cortège, des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre. Environ 200 manifestants cagoulés leur ont jeté des projectiles ainsi que des cocktails Molotov. 2 gendarmes sont légèrement blessés, du mobilier urbain et des vitrines ont été dégradées. Après l'attaque contre des militaires hier à l'aéroport d'Orly, le frère et le cousin de l'assaillant sont toujours en garde à vue. Les 2 hommes se sont présentés spontanément à la police en même temps que le père de l'auteur de l'attaque. Il a été relâché hier soir. L'homme était âgé de 39 ans. Il a été abattu par la patrouille Sentinelle à laquelle il s'en est pris. Un peu plus tôt, il avait également blessé un policier dans le Val d'Oise. La 30e journée de Ligue 1 de football, Saint-Etienne l'a emporté 1-0 contre Dijon. Un peu plus tôt, Monaco a écrasé Caen 3-0. À suivre en clôture ce soir, Lyon se déplace à Paris. Coup d'envoi à 21h.
France Info. La suite du débrief éco, seconde partie de l'émission avec vous Emmanuel Cuny et nos deux invités, Aurélie Trouvé, coprésidente du mouvement Attaque, Christian de Boissieu, membre du Cercle des économistes, professeur à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Direction maintenant, Emmanuel, Baden-Baden en Allemagne où se tenait une réunion des ministres des Finances du G20, les 20 pays les plus riches de la planète. Un rendez-vous un peu particulier puisque les représentants du gouvernement américain y participaient pour la première fois. Oui, pour la première fois, le gouvernement de Donald Trump s'est frotté à l'ordre économique mondial qu'il rejette, tout le monde le sait. Alors son ministre des Finances, un ancien de Goldman Sachs, n'était pas pour autant comme un poisson dans l'eau dans cette station bucolique du Bade-Württemberg. Le communiqué final de ce G20 ne mentionne même pas la lutte contre le protectionnisme. Alors cette première rencontre au sommet sous l'ombre de Donald Trump a-t-elle permis de lever les ambiguïtés persistantes sur la politique internationale du nouveau président américain ? Pas si sûr. Oui, Christian de Boissieu, il devait être donc beaucoup question du libre-échange économique à ce sommet du G20. Finalement, la lutte contre le protectionnisme de Trump n'est même pas mentionnée dans le communiqué final. C'est une première d'ailleurs, c'est une première. Comment vous interprétez ça ? Moi, ça m'inquiète un peu parce que j'ai l'impression que l'Europe s'est totalement écrasée. L'Europe et les autres, je veux dire le Japon, face aux rodomontades de Trump sur deux sujets. C'est-à-dire, on ne parle pas du protectionnisme et on ne condamne pas la tentation protectionniste. Alors moi, je pense qu'il y a une très forte tentation protectionniste du côté américain, et c'est contagieux, le protectionnisme. On l'a bien vu dans les années 1930. Et deuxième problème qui m'inquiète, c'est que dans cette réunion des ministres des Finances et gouverneurs des banques centrales, qui précède le sommet du G20 qui doit avoir lieu à Hambourg au mois de juillet, il n'est pas question de l'accord de Paris, de la COP21 sur l'environnement. Et donc là, nos craintes sont confirmées sur le fait que Trump considère au fond que ses partenaires du G20, et y compris les pays les plus développés, ça compte un peu pour du beurre, excusez-moi de le dire comme ça, ouais. Et ça confirme, je termine, ça confirme au fond son attitude avec Madame Merkel. C'est-à-dire que c'est lui l'autre jour, il y a 3 jours, qui décide du moment où il serre la main de Madame Merkel. C'est quand même étonnant, on a vu ça à la télé. Alors, il commence par refuser de lui donner la main, puis à la fin de la conférence de presse, il lui serre la main. Aurélie Trouvé est remontée comme une pendule sur le... disons que pour moi c'est inquiétant, mais surtout parce qu'en somme... Attaque et le commerce international, ça fait 2 quand même. Alors, parce que, à mon avis, c'est surtout qu'il y a 2 positions en présence. Il y a d'une part ce que j'appelle un néolibéralisme multilatéral, c'est-à-dire des pays qui continuent à considérer que la seule coordination essentiellement à l'échelle internationale qu'il faut faire, c'est le libre-échange, et que, en gros, il n'y a pas de reconnaissance des dégâts sociaux de cette libéralisation depuis la 30 religion. ans. Voilà. Ouais. Pierre Moscovici, qui il y a quelques jours dit il faut absolument qu'on fasse passer le terme de libre-écge à nouveau dans les textes. Il fait le job, il est commissaire européen. Il fait le job, le commissaire européen. Puis d'un autre côté, on a laissé du coup, l'espace à ce nationalisme agressif et conquérant de Donald Trump. On lui laisse l'apanage du commerce juste. D'ailleurs, on refuse la mention de commerce juste à la demande de Donald Trump dans le texte du G20. C'est quoi le commerce juste ? Alors pour Donald Trump, évidemment, on ne sait pas trop ce qu'il veut porter avec le commerce juste. Mais le problème, c'est que en refusant nous de porter une alternative, c'est-à-dire une coopération multilatérale fondée sur la coopération qui reconnaisse les dégâts sociaux du libre-échange, etc., on laisse Trump prendre la défense des travailleurs, alors qu'on sait tout à fait que c'est complètement erroné. On sait très bien que c'est le candidat de Wall Street, des milliardaires, etc., qui vient de remettre en cause la régulation financière aux États-Unis. Il n'y a pas que Trump, on a aussi le phénomène en Europe et a fortiori en France. Voilà, le problème, c'est ça, c'est que nous, à continuer complètement aveuglement à soutenir le libre-échange quoi qu'il arrive, on laisse la porte ouverte énormément. Christian de Boissieu, la parole à quoi ? À la défense, à l'attaque ? Non, mais... Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Il n'y a pas de convergence, heureusement, entre Trump et attaque, mais il y a je veux dire... moi, je n'ai pas parlé de libre-échange, j'ai parlé de danger du protectionnisme et la tentation protectionniste. Je pense que le libre-échange a plus d'avantages que d'inconvénients, mais qu'il faut redéfinir les règles du jeu. Ce qui me frappe, c'est que Trump, il fait tout ça, il s'enfonce comme dans un édredon. Pourquoi ? Parce que l'OMC est totalement impuissante aujourd'hui. Les négociations commerciales internationales sont bloquées à Genève depuis des années dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Donc quand il menace, quand Trump menace d'introduire une taxe de 20% sur les importations, personne
l'Europe dit qu'on va traduire les États-Unis devant l'organe de règlement des différends qui dépend de l'OMC à Genève. Mais ça trompe personne, c'est le cas de le dire sans mauvais jeu de mots. Et je reviens sur les problèmes de la mondialisation. Moi, je suis pour le libre-échange, mais je suis aussi pour une mondialisation qui soit mieux régulée, qui n'est pas compatible avec, effectivement, la question des inégalités qui deviennent intolérables dans certains pays, à l'intérieur de pays, et deuxièmement, l'absence de vraie gouvernance mondiale. Nous en payons aujourd'hui le prix cher. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Aurélie Trouvé? Non, mais alors là, pour le coup, le mouvement altermondialiste, on est complètement pour une coopération internationale et on pense que c'est une catastrophe. Parce que le CETA, par exemple, l'accord entre l'Union européenne et le Canada, c'est un accord multilatéral. Vous avez vous-même le terme dans votre... Non, bilatéral, entre deux régions du monde, mais pas, justement, c'est un bon exemple, parce que ça montre qu'il faut d'abord balayer devant sa porte avant d'aller attaquer les autres. Par exemple, sur le climat. Eh bien, cet accord du CETA, entre l'Union européenne et le Canada, ne fait aucune mention de l'accord de Paris. Et s'appuie notamment sur l'espoir d'importation massive d'énergie issue des sables bitumineux du Canada, qui sont une source d'énergie extrêmement polluante. Donc ça veut dire que pour aller faire la leçon à Donald Trump, il faudrait que nous-mêmes, l'Europe, on soit extrêmement, exemplaire sur la question climatique. De la même façon sur les réfugiés. Évidemment, la politique de Trump est effroyable et ce qu'il annonce est effroyable. Mais il faut aussi que nous, on soit exemplaires et qu'on puisse dire voilà ce que c'est une vraie politique d'accueil des migrants. Or, aujourd'hui, on a un énorme échec de l'accueil des migrants en Europe. Donc, il faut qu'on balaye à notre porte et qu'on soit capable surtout de proposer une coopération commerciale fondée sur la solidarité, etc. Et là, je crois qu'on se rejoint avec Christian de Boissieu. Est-ce que Trump va mettre vraiment en ordre de bataille l'économie mondiale dans les années qui viennent? Il va foutre la pagaille. C'est ça que vous êtes en train de... C'est une question. Moi, je pense qu'il est en train de mettre la pagaille. Il profite du Brexit. Et ça profite à Le Pen. Il profite du Brexit pour jouer le bilatéral et ami avec le Royaume-Uni contre l'Europe continentale, contre les autres. Et donc, à nous, il faut que les 27 autres pays de l'Union européenne restent solidaires, ce qui n'est pas gagné aujourd'hui. Il faut que... Il n'y a pas que l'Europe, il y a aussi le Japon, il y a le Canada. Il faut que les autres pays sachent réagir. Sans ça, je répète, il va s'enfoncer là-dedans comme dans un édredon et nous allons jouer les petits garçons. Je pense que nous méritons mieux, voilà. Aurélie Trouvé, très rapidement. Ouais. Mais dans le texte du G20, il est dit justement, et avant, il a été dit, la présidence allemande disait, il y a le risque d'un retour à une ère de pré-globalisation. Effectivement, il y a un risque de retour aux années 30. Et à force, je parle en particulier de l'Europe et d'autres pays, de ne pas proposer justement cette politique alternative pleine d'espoir qui fonde le commerce d'abord sur les droits humains fondamentaux avant que la recherche de la libre concurrence, faute de faire ça, on est en train de nourrir effectivement les extrême droite, le protectionnisme à la Trump, etc. Espérons que tout le monde vous a entendu dans les acteurs actuels de l'économie. Merci infiniment. Et espérons que Donald Trump, qui est très friand des émissions d'information, écoutez France Info ce soir. Aurélie Trouvé, coprésidente du mouvement Attaque, Christian de Boissieu, membre du Cercle des économistes. Merci d'avoir répondu aux questions de France Info et Emmanuel Cuny, évidemment, pour le débrief éco. Et on va tweeter.